Radio J. Radio J. Géopolitique, le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Bonsoir Léa Landman. Bonsoir Steve. Et merci de nous rejoindre ce soir dans Géopolitique, le MAG. Léa, vous nous parlez cette semaine de la Turquie, de ses relations notamment avec Israël. Oui, exactement. Donc on va commencer en septembre 2023. Une rencontre assez inédite a eu lieu entre Netanyahou et Erdogan, symbolisant une tentative en fait de détente après une décennie de relations super tendues entre Israël et la Turquie. Ils s'étaient même dit on va venir se voir, on va se visiter, on va faire des nouveaux trucs. Après la crise est née du Mavi Marmara. Cependant, cette volonté de rapprochement s'est vite effritée lorsque la Turquie a clairement pris position après le 7 octobre. Soutien du Hamas complètement officiel, parlant de génocide. Ils appellent le Hamas la résistance. Et là, maintenant, Erdogan a décidé d'aider l'Afrique du Sud et de se rajouter à la plainte à la Haye. La Cour internationale de justice. À la Cour internationale de justice. Début avril, un coup dur frappe les échanges commerciaux. La Turquie décide de restreindre l'exportation de 54 produits vers Israël, en particulier des biens de construction. Donc environ 29% des importations de produits en rapport avec le ciment l'année dernière provenaient de Turquie. C'est un gros truc, ça veut dire que la construction en Israël est vraiment dépendante en fait de ces produits-là. Pour Erdogan, c'est une première en 20 ans de pouvoir. D'utiliser la carte de boycott commercial en fait comme outil diplomatique avec Israël. Parce que jusqu'à maintenant, malgré des relations très houleuses, le commerce, ça marchait très bien. Alors qu'est-ce qui motive Léa cette nouvelle décision, cette nouvelle orientation du président turc ? Alors, au fil des 10 dernières années, en fait, la politique étrangère turque a pris un virage assez radical. Erdogan avait pensé une politique étrangère qui s'appelait « zéro ennemi en frontière ». On est copains avec tout le monde. Okay, et il a basculé en fait vers une politique étrangère super agressive. Il s'implique dans tous les conflits majeurs du Moyen-Orient, la Syrie, l'Irak, Libye. Au Yémen, par exemple, il n'est pas impliqué directement, mais Erdogan permet des transferts de fonds des forces al-Quds iraniennes vers son proxy, les Houthis. Il cherche aussi à étendre son influence en soutenant des mouvements à l'époque comme le printemps arabe, là évidemment où ça convient à son idéologie, ce qui lui a valu quand même une grosse détérioration des relations avec plusieurs pays arabes, notamment l'Égypte. Il adopte également une politique très audacieuse, et ça c'est pour pas dire encore une fois agressive, en Méditerranée orientale, malgré les tensions grandissantes avec l'Europe et l'OTAN. Donc la Turquie se retrouve avec beaucoup trop d'ennemis alors que c'était complètement l'inverse de sa politique originale. Mais on voit quand même depuis 2-3 ans, Erdogan change de stratégie à nouveau. Il se rapproche de l'Égypte, baisse les flammes en Méditerranée orientale, a permis l'accès de la Suède dans l'OTAN en échange évidemment de F-16 américains, parce que rien n'est gratuit. Qui avait été bloqué après des achats de systèmes de défense russes. Exactement. Mais ça a l'air d'être débloqué pour l'instant. En tout cas, de se débloquer. C'est dans ce cadre qu'il faut aussi comprendre le rapprochement avec Israël avant le 7 octobre. Oui. Mais il ne faut vraiment pas se tromper sur les intérêts turcs. Erdogan s'est rapproché de l'Iran et du Qatar. Il réussit à soutenir l'Ukraine sans s'aliéner Moscou. Ça, c'est vraiment un gros tour de force quand même. Et plus que tout, Erdogan se voit comme en fait le porte-parole de la voie islamique au Moyen-Orient. Et c'est pas donné dans un Moyen-Orient arabe. C'était pas évident cette position. La Turquie investit des dizaines de millions de dollars dans le soutien aux mosquées extrémistes, aux centres islamiques, aux imams partout en Europe, à travers des œuvres de charité, l'aide à des écoles, des programmes éducatifs des frères musulmans. Les Européens savent ça très bien, hein. Il y a un soutien également à la diaspora turque en Europe et aux partis extrémistes en Afrique du Nord. Il s'agit d'un problème, bon, je vais dire sérieux parce qu'on fait dans le politically correct aujourd'hui, mais c'est un vrai problème en Europe. C'est une menace, vous voulez dire ? Oui, c'est une vraie menace. Et particulièrement en Europe occidentale et au Moyen-Orient, où la Turquie s'immisce en fait dans les affaires internes à travers des projets d'islamisation, pareil qu'en Europe en fait, financés en partie par le Qatar. Si vous voulez, la Turquie, c'est un peu l'âme des frères musulmans, et le Qatar, c'est un peu la banque des frères musulmans. Mais la Turquie fait partie de l'OTAN, et pour l'Europe, elle joue un rôle primordial, économique et sécuritaire. Mais comme le rappelle un spécialiste israélien, outre le commerce, la Turquie est un passage stratégique pour les marchandises destinées à Israël. Donc les navires qui transportent des céréales de Russie et d'Ukraine passent par la Turquie. Et le pétrole qui provient des pays du Caucase passe par les détroits du Bosphore et des Dardanelles, contrôlés par la Turquie, plus par des pipelines qui passent par la Turquie. Donc Erdogan n'a rien fait pour l'instant, c'est pas le Hamas, c'est un pays établi, il n'a rien fait, mais c'est toujours une menace. Il tient un levier de pression important. Très important. Maintenant, j'ouvre une parenthèse. En septembre 2023, merci. En septembre 2023, il y a un projet qui s'appelle le corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe qui a été lancé.
Il s'agit d'un corridor logistique, en fait, conçu pour relier l'Inde, le Moyen-Orient et l'Europe grâce à des infrastructures ferroviaires, maritimes, pétrolières et de télécommunications à haut débit. C'est un trajet de plus de 4800 km qui commence sur les côtes indiennes, traverse la mer jusqu'aux Émirats arabes unis, puis continue par voie ferrée à travers l'Arabie saoudite, la Jordanie et Israël, avant d'atteindre l'Europe par voie maritime. Et la Turquie n'est pas dans le deal. Ils ont contourné, en fait, la Turquie. Ce qui a conduit Erdogan à lancer un projet alternatif qu'il appelle, lui, la route du développement. Et cette initiative vise à établir une connexion ferroviaire et routière entre le Golfe Persique et l'Europe en passant par les ports des Émirats arabes unis qui, eux, sont dans les deux projets, du Qatar et de l'Irak. Je ferme la parenthèse et en fait, ils ont été laissés hors du deal parce que l'Inde ne voulait pas, parce que la Turquie est proche du Pakistan. D'accord. Donc, on voit quand même que la tentacule turque est bien installée à l'international. Pour terminer, Léa, sur la question, le dossier palestinien, quelle relation entretient la Turquie d'Erdogan notamment avec le Hamas ? Bon, alors ça, c'est la meilleure question que vous pouviez poser. Elle arrive tardivement, mais elle arrive. C'est parce que vraiment, j'ai mis du temps à remettre dans le contexte. Bon, Erdogan, c'est le soutien officiel du Hamas. Après le deal avec Shalit, en fait, c'est le seul pays, sauf le Qatar, qui accepte le leadership du Hamas en exil. Et le Hamas, il y a un bureau officiel d'où il exécute des attaques terroristes contre Israël. Depuis 2013 ou 2014, Erdogan a aussi promis au Hamas 250-300 millions de dollars annuels. Alors honnêtement, on ne sait pas vraiment s'il les a fournis ou pas, mais en tout cas, c'était une promesse officielle. Et Ismaël Haniyeh se trouve actuellement en Turquie. Et Ismaël Haniyeh se trouve en Turquie. Après, c'est intéressant parce que la réponse du Hamas au deal la réponse d'hier, en fait, ils disent qu'il ne faut plus écouter personne, ni Haniyeh, ni Machal, ni personne. Sinoir a envoyé 2 de ses proches qui font en fait Le Caire, Doha et Ankara. Et c'est les seuls à... C'est la branche militaire du Hamas qui a pris le dessus sur la branche politique. En fait, Haniyeh, on pensait que c'était un personnage quand il est parti en Turquie, mais peut-être qu'il n'a pas autant d'importance que ça. Il n'empêche que les rumeurs disent que le leadership du Hamas pourrait s'installer en fait en Turquie. C'est pas rien. Sur pression américaine sur le Qatar. Exactement. Pour terminer, Léa ? Dites-moi, alors, c'est moi qui vais vous dire en fait. Alors, cette évolution maintenant, c'est pourquoi. Même pendant cette décennie perdue, en fait, les liens économiques et commerciaux n'ont pas été affectés, on l'a dit. Alors, qu'est-ce qui change ? Premièrement, une forte pression interne en Turquie pour boycotter Israël depuis le début de la guerre et un soutien actif aux Palestiniens. On demande en fait un vrai soutien aux Palestiniens. De plus, les récentes élections municipales ont marqué la pire défaite pour Erdogan et son parti, le Parti de la Justice et du Développement, depuis plus de 20 ans au pouvoir. C'est un gros truc aussi pour Erdogan. Deuxièmement, les Turcs ont été exclus des négociations avec le Hamas, même si les rumeurs circulent sur une demande américaine d'intervention turque, je ne sais pas si c'est vrai. Le pari d'Erdogan, en fait, d'un front avec l'Égypte et les Émirats contre Israël a échoué. Erdogan voulait se retrouver au milieu du deal. Mais il a fait un mauvais pari. Lui, il s'est dit, en fait, je vais m'associer avec l'Arabie Saoudite et l'Égypte contre Israël et je vais me retrouver au milieu du truc. Et se retrouver au milieu des négociations, c'est pas seulement redevenir le centre, en fait, une sorte de centre au Moyen-Orient. C'est aussi avoir la main sur les deals de reconstruction à Gaza. Être un acteur à la fois politique et économique à Gaza. Exactement. Donc, il y a plein de raisons qui font que la Turquie change un peu son ton, très fortement son ton contre Israël. Et là, cette dernière histoire-là d'Erdogan qui va soutenir l'Afrique du Sud, je pense que ça va rendre la fonction turque en fait encore plus compliquée parce qu'il faut que les Israéliens acceptent que la Turquie joue un rôle pivot dans ces négociations. Merci beaucoup Léa Landman d'avoir été avec nous. On peut retrouver votre intervention en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur YouTube. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.